Je veux citer notamment les sanctions qui vont être décidées aujourd'hui à l'encontre de Xavier Moreau, ressortissant franco-russe basé en Russie, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe. Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 22 janvier 2026, c'est notre bulletin numéro 274 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanction par cet apprenti dictateur d'Emmanuel Macron et sa clique, notamment ce ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui d'ailleurs s'est fait ridiculiser par Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux. Je le rappelle, vous ne pouvez pas maintenant nous aider en fait financièrement puisque je n'ai plus le droit de recevoir d'argent de personnes de l'Union européenne. En revanche, et je vous remercie parce que vous êtes nombreux à y aller, ma femme a créé une cagnotte et vous pouvez y participer. Le lien est en description de cette vidéo. Voilà, donc Twitter, Telegram, Odyssée, Rumble, inscrivez-vous et tout. Et surtout, inscrivez-vous à notre lettre d'information. Vous êtes désormais plus de 25 000 et nous avons trouvé un système efficace chinois pour pouvoir envoyer massivement des emails. Voilà, donc le système est chinois et puis le site est désormais hébergé en zone libre, c'est-à-dire hors Union européenne. Donc tout devrait fonctionner rapidement. N'oubliez pas que quand vous vous inscrivez sur la lettre d'information, vous devez confirmer. On vous envoie un email, vous devez confirmer. Et ça, quoi qu'il arrive, ça pourra toujours permettre de contourner la censure du régime d'Emmanuel Macron. Abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde, donc je rappelle que vous avez les versions papier, mais ça c'est celui du mois de novembre, mais vous avez également la version numérique et dans le numéro du mois de février qui va être consacré à l'Arctique, eh bien votre serviteur a publié un article qui est une mise à jour en fait sur la manière dont l'OTAN n'a pas du tout été à la hauteur face à la Russie. Donc je reviens sur ce thème extrêmement important d'OTAN puissance faible. Du point de vue juridique, rien de vraiment nouveau depuis ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, si vous voulez un peu de détails sur le dossier de preuves que j'ai récupéré, que je n'ai pas le droit de publier, évidemment, eh bien, allez voir l'interview que j'ai donnée à Géopolitique Profonde, à Mike Borowski. Voilà, tout y est expliqué. Donc, aujourd'hui, nous travaillons pour obtenir la levée de la confidentialité obligatoire sur ce dossier de preuves. Voilà. Et donc, tout est entre les mains des avocats, le combat continue. Alors le combat continue également pour Thierry Breton, à ce que j'ai vu, puisqu'on a appris que l'Union européenne allait le soutenir dans le cadre du recours qu'il a envoyé à Washington, puisque Washington l'a privé de visa. En gros, c'est ça. Et donc, est-ce que c'est si grave que ça? Bon, moi j'aimerais bien aller aux États-Unis, j'y suis jamais allé d'ailleurs, mais si on me privait de visa, bon, bah, je m'en mettrais, hein, c'est pas grave. Tout ça est évidemment ridicule. La sanction américaine, encore une fois, porte sur un citoyen étranger, donc les Américains ont le droit d'inviter ou de ne pas inviter qui ils veulent, et ça n'a rien à voir avec ce qui s'applique sur moi, qui suis un citoyen français. Mais on va quand même suivre ça parce que c'est assez amusant en fait. Ce qui nous a plu cette semaine, eh bien, c'est l'interview d'Emmanuel Todd, l'interview vidéo par le Figaro, donc il contemple avec un peu d'ironie l'effondrement de l'Union européenne comme il contemplait en 1976 dans la chute finale, l'effondrement potentiel de l'Union soviétique en analysant la mortalité infantile. Voilà, là je crois qu'on est vraiment dans la même situation et d'ailleurs ce qui s'est passé à Davos, et on va en parler, eh bien, ne fait que l'illustrer. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, nous commémorions le 21 janvier la mort du roi Louis XVI, assassiné par les révolutionnaires quelques mois avant son épouse Marie-Antoinette. Encore une fois, c'est un des actes fondateurs de la gauche française, comme j'explique dans mon livre, le livre noir de la gauche française, régicide, génocide, hein, c'est les deux fondements de la gauche, qu'elle soit girondine ou jacobine. Voilà, donc au passage d'ailleurs, allez faire un tour sur notre page auto-éditeur, il faut aider les auto-éditeurs. D'ailleurs, le livre de Yannick Jaffray dont j'avais parlé, Vladimir Bonaparte Poutine, fait un carton depuis qu'il a été réédité, donc allez jeter un coup d'œil. Il y a pas mal de livres, voilà, vous pouvez faire une grosse commande à thebookedition.com. Économie maintenant, eh bien, venez investir en Russie, venez ouvrir un compte, ça permettra de se rencontrer en chair et en os, et puis ça vous évitera de vous faire voler votre argent, comme ce qui m'est arrivé à moi. Donc vous avez Divergence Service qui vous propose ces services, voilà, ce sont des amis, je les connais bien, n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. 72 nouvelles usines d'un investissement chacune d'au moins
10 millions d'euros, 1 milliard de roubles, eh bien, ont été ouvertes en 2025. Donc, si vous vous souvenez, j'en parle assez régulièrement et je fais un point au moins une fois par an sur tout ce qui a été construit, cette hyper-industrialisation de la Russie qui est permis par les sanctions, qui est permis par le fait que la Russie est un pays riche qui peut investir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est malgré les taux élevés de la Banque centrale. Donc il y a un énorme potentiel, encore une fois, industriel, même lorsque la Banque centrale fait n'importe quoi. Donc ça, pour les russophones, ou si vous utilisez Google Translate, mais généralement ça marche pas très très bien avec le russe, vous pouvez aller le voir sur la page fabriquée chez nous, Zdielale u nas. Il y a tout l'inventaire, donc ça va du traitement du titane, des polymères, de l'aluminium, des turbines à gaz, de la cosmétique, de la construction, de la chimie notamment, de l'engrais, et j'ai noté particulièrement une usine de papier calque, puisqu'avant tout le papier calque, figurez-vous, en Russie, était importé, ce qui maintenant n'est plus possible. Donc la Russie a remplacé les importations. Et puis également, et là on est dans les technologies d'actualité, une usine de batterie de lithium. Donc encore une fois, l'année 2025, malgré les difficultés liées non pas aux sanctions, mais à la politique de taux d'intérêt élevé de la Banque centrale, a été très positive dans cette tendance à l'hyper-industrialisation, qui est la tendance actuelle de l'économie russe. Jusqu'à présent, cette analyse de l'économie russe, qui expliquait que les sanctions n'avaient pas touché la Russie, mais au contraire l'avaient aidée parce qu'elle avait su s'adapter, vous pouviez entendre ça chez Jacques Sapir, chez votre serviteur sur Stratpol, et maintenant c'est dans un journal suisse germanophone de référence, le Neue Zürcher Zeitung, qui a fait un article qui dit exactement la même chose que nous, et qui parle de keynésianisme militaire. Alors je trouve que l'expression est un peu exagérée, puisque d'ailleurs, vous avez vu, parmi les 72 usines que j'ai citées, il n'y en a pas une qui est dédiée spécifiquement à la production militaire. Mais c'est vrai que l'État investit massivement pour produire, en fait, pour localiser des productions qui auparavant étaient faites à l'extérieur. Donc ça veut dire que les choses sont en train de changer dans la perception au moins d'une partie des médias européens, notamment en Suisse germanophone, et également ce que nous disions, que grâce au virage qui a été entrepris par la Russie de liquider ses réserves en monnaie dangereuse comme le dollar ou l'euro et en se tournant vers l'or, eh bien ces réserves ont augmenté de 216 milliards d'équivalents dollars. Donc ça, on en avait encore parlé la dernière fois, puisqu'un record a été battu, et désormais c'est dans Bloomberg. Donc voilà, c'est pas que les agents du Kremlin qui le disent, c'est dans Bloomberg, l'analyse était assez facile à faire, cela dit, ce qui fait que ça compense, comme je l'avais dit, la totalité de ce qui a été volé par les Européens, enfin ce qui a été volé pour l'instant, parce que là, la Russie est partie dans un cycle de procès, elle aussi, et notamment vis-à-vis de Bruxelles, puisque Euroclear, encore une fois, est basé en Belgique. À suivre donc. Tandis que l'économie européenne périclite à cause du problème énergétique, donc soit par la bêtise des Allemands qui ont renoncé au nucléaire sous la pression des écologistes, soit parce que les sanctions contre la Russie et la destruction partielle de Nord Stream empêchent d'avoir une énergie pas chère qui viendrait de Russie, pendant ce temps-là, la Chine bat des records. Donc tout d'abord, record d'importation d'uranium, record d'importation de pétrole, on en avait parlé la semaine dernière, et on apprend, donc d'après le vice-premier ministre Novak, qui est chargé des questions énergétiques, c'est quelqu'un qu'on cite assez régulièrement, que l'objectif qui est visé pour 2028, c'est 48 milliards de mètres cubes de gaz, et 98 milliards en 2030. Alors vous allez me dire comment c'est possible de quasiment doubler en si peu de temps. Je pense que c'est lié à la construction de Force de Sibérie numéro 2, puisque si on se souvient bien, Force de Sibérie numéro 1, en gros, à partir du moment où la première pierre avait été posée, il s'était écoulé à peu près 4 ans. Donc effectivement, non seulement il y a les bateaux qui viennent de l'Arctique et qui transportent du gaz liquéfié qui vont déferler vers la Chine, mais vous aurez également des capacités bien supérieures de livrer du gaz à la Chine, donc gaz bon marché, par gazoduc. Donc la Chine va gagner en compétitivité, la Russie va gagner de l'argent, et au contraire, l'Europe va se retrouver affaiblie, d'autant plus que, et c'est dans Politico, encore une fois, pas l'agent du Kremlin, Politico s'inquiète pour les Européens du fait qu'ils deviennent trop dépendants du gaz américain, qui est contre le règlement en principe qui avait été mis en place, d'avoir des fournisseurs variés pour éviter précisément d'être soumis à un seul fournisseur, ce qui sera un moyen de pression, surtout qu'en ce moment, des moyens de pression,
les États-Unis en ont. On ne voit pas comment désormais l'Union européenne pourrait résister face aux géants américains, aux géants énergétiques américains. Sauf peut-être à reprendre la Russie comme fournisseur. Énergie en Europe toujours. On se souvient que juste avant l'hiver, le patron de Gazprom, donc Alexei Miller, avait annoncé qu'a priori l'hiver serait froid, et l'hiver est froid. Et donc évidemment, ça pose des problèmes dans les réserves de gaz pour l'Europe, puisque elles ont diminué de moitié. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans ces réserves est injecté en permanence du gaz, et du gaz en permanence retiré. Or, avec un hiver froid, les réserves baissent extrêmement vite, ce qui va entraîner évidemment une augmentation du prix du gaz et ce qui va profiter à la Russie, évidemment. C'est ce qui s'appelle percuter le réel énergétique. La Chine a commencé à déployer sa constellation équivalent à Starlink. Donc on parle de 200 000 satellites. Pour comparer, Elon Musk, lui, il en est un peu moins de 10 000. Enfin, cela dit, il a une longueur d'avance parce que son réseau, lui, fonctionne particulièrement bien. On en a souvent parlé sur la ligne de front. Il est utilisé à la fois du côté ukrainien et du côté russe. Il y a même des drones russes qui sont dirigés par Starlink. Et d'ailleurs, quand j'en avais parlé dans mon dernier bulletin, j'avais évoqué le fait que les Russes devaient aussi, cette année, commencer à mettre en place leur constellation, et c'est en cours. Donc les Russes vont mettre en place une constellation à la fois qui sera l'équivalent de Starlink, à mon avis en moins large, puisque les moyens russes sont quand même plus limités que ceux de Musk et de la Chine, qui s'appellera Zorki, ce qui veut dire le regard perçant, puisque c'est à la fois une constellation donc pour communiquer avec de l'internet à haut débit, mais également d'observation et de localisation. Donc voilà, les Russes avancent bien de ce côté-là. Où en sommes-nous côté français? Je ne sais pas trop. À mon avis, la solution serait là aussi de coopérer avec les Russes. Et puis, dernière nouvelle économique, Emmanuel Macron, avec son mauvais anglais et ses lunettes de soleil, nous a encore mis la honte à Davos, mais il a dit que la France avait besoin d'investissements et de transfert de technologies chinois. Alors nous, c'est ce que nous disons depuis le début. La différence, c'est que Emmanuel Macron a conservé ce ton arrogant, ce mépris voltairien, qui est typique de la gauche française. Donc de la Chine, sur ce ton-là, il n'obtiendra rien. En revanche, sur le principe, évidemment qu'il a raison, c'est ce que nous disons, il faut aller humblement demander à la Chine de bien vouloir finalement refaire ces transferts de technologie chez nous, investir. Mais pour ça aussi, il faut créer les conditions, c'est-à-dire faire une réforme économique, c'est pour que les investisseurs n'aient pas peur, donc c'est-à-dire sortir du socialisme, mettre en place, redresser le système de l'éducation nationale, qui devrait d'ailleurs s'appeler l'instruction publique, donc en gros que les élèves apprennent à lire, écrire et à compter, ce serait un bon début, et puis retrouver cette excellence française qui fait partie finalement des fondements de notre système. D'ailleurs, Condorcet disait « L'excellence est la forme suprême de l'égalité ». Pour une fois que je recommande un des fondateurs de la gauche française, allons-y. Politico-diplomatique maintenant, et je voudrais revenir sur un aspect particulier du problème du Groenland et du Danemark. J'en avais déjà parlé dans le cadre de l'Ukraine, c'est qu'on a vu tout d'un coup donc tous ces pays européens s'offusquer que la Russie envahisse l'Ukraine, alors que la Russie avait une bonne raison, encore une fois, empêcher un génocide et arrêter les persécutions linguistique et religieuse menée par le régime de Kiev. Donc on avait eu des pays comme la Pologne, l'Estonie, le Danemark qui ont dénoncé la fameuse invasion russe. Sauf que, et là on en reparle dans le cadre de l'affaire groenlandaise, ça ne les a pas dérangés, en 2003, pour de faux prétextes, de joindre la coalition américaine de George Bush Jr. pour envahir l'Irak. Parce que l'Ukraine a envahi l'Irak, l'Estonie a envahi l'Irak, la Roumanie a envahi l'Irak, la Pologne, non seulement a envahi l'Irak, mais même a dirigé une zone d'occupation, une des 4 zones d'occupation à l'intérieur du territoire irakien. Et enfin, le Danemark a envoyé des troupes pour aider l'Amérique à envahir l'Irak. Donc là, visiblement, ça ne les dérangeait pas. En revanche, ça les dérange quand cette fois l'Amérique ne veut plus envahir l'Irak, mais envahir ce qu'ils estiment être leur province groenlandaise. Ça, c'était aussi, ce 2 poids 2 mesures est toujours intéressant à souligner. Ce sujet du Danemark et du Groenland a évidemment été traité, notamment par Donald Trump, à Davos. C'est d'ailleurs assez intéressant cette ironie, parce que Davos, c'était vraiment le centre d'où tout était décidé avec Klaus Schwab. Il ne fallait pas avoir peur. Le Covid, tout ça a été réglé par ce petit monde, et qui tout d'un coup est en train d'assister à son propre effondrement avec l'arrivée de Donald Trump,
qui rebat complètement les cartes, qui arrive avec un projet, donc on va voir ce que ça va donner, de conseil de la paix, pour faire la paix dans le monde, rien que ça, donc qui vise clairement à prendre le pas sur l'ONU, puisque l'ONU, il y a un équilibre qui existe grâce au Conseil permanent de sécurité de l'ONU, grâce au droit de veto de 5 des membres, hein, notamment la France, c'est un héritage du général de Gaulle. Donc évidemment, tout ça effraie horriblement cette classe dirigeante corrompue qu'on trouve au sein de l'Union européenne, hein, avec en tête Van der Leyen. Non, ça fait très peur à Emmanuel Macron, qui raconte n'importe quoi, qui se fait moquer, qui nous a... Alors, le problème, c'est que effectivement, ça nous fait plaisir, nous, Français, de voir cet Emmanuel Macron moqué notamment par Donald Trump, mais ça fait quand même mal, parce que c'est évidemment l'image de la France. Et aujourd'hui, il faut le dire, la France, à cause d'Emmanuel Macron, est un objet de moquerie. Et ça, c'est quand même assez terrible. Voilà, mais cela dit, les autres pays ne valent pas mieux. On a vu finalement Friedrich Merz, le chancelier allemand, déclarer avec brutalité qu'ils allaient protéger le Groenland des menaces russes. Oui, si. Ils ont repris pour eux ce narratif que leur a balancé Trump, que la Chine et la Russie voulaient s'emparer du Groenland. Pour s'emparer du Groenland, il faut avoir une flotte. Et la première flotte au monde, c'est la flotte américaine. Il n'y a que les États-Unis qui, s'ils le veulent, peuvent s'emparer du Groenland. Il suffit qu'ils déploient, qu'ils encerclent cette île qui fait 4 fois la France. Voilà de quoi il s'agit. Donc, a priori, Trump a annoncé un accord. Bon, après, on ne sait jamais avec Trump de quel genre d'accord il va s'agir exactement, mais c'est lui qui a toutes les cartes en main, et les autres n'auront qu'à se soumettre, quoi qu'il fasse, quoi qu'il s'agite. Autre événement révélateur et important à Davos, puisque Emmanuel Macron n'est pas le seul petit dictateur à avoir été humilié par Donald Trump, il y a également Zelensky, qui a annoncé qu'il ne pouvait pas venir à cause des problèmes énergétiques en Ukraine, et qui s'est fait siffler par Donald Trump, donc qui a annoncé qu'il avait un rendez-vous avec Zelensky. Donc on a vu Zelensky se précipiter, et là il vient de rencontrer Donald Trump. Visiblement, Donald Trump a dû lui passer plutôt un ultimatum qu'autre chose, puisque la réunion a duré moins d'1 heure, et que simultanément on a appris que Steve Witkoff et Kushner, donc le gendre de Donald Trump, étaient à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et discuter de ça. Honnêtement, je suis assez prudent. Les déclarations de Donald Trump sont toujours enthousiastes. On va voir ce que ça donne. De toute manière, la Russie mène une offensive globale, à la fois sur les infrastructures critiques otano-kieviennes et sur la ligne de front, et ça progresse. Donc, on va voir. Dans tous les cas, la Russie, soit elle gagne, soit elle gagne. C'est ça l'enjeu. Ça a, comme diraient les jeunes, fait le buzz sur Internet. Ce pauvre Jordan Bardella s'est fait interroger par Darius Rochebin, pourtant plutôt avec bienveillance, sur savoir ce qu'il fallait répondre aux États-Unis avec cette menace sur le Groenland, cette menace de mettre au pays qui soutiendrait le Danemark des sanctions, c'est-à-dire en fait des taxes supplémentaires, plus 10%, plus 25%. Donc ça a entraîné évidemment le fait que le Parlement a suspendu l'accord qui avait été négocié par Van der Leyen avec les États-Unis. Donc on a demandé à Jordan Bardella ce qu'il fallait faire. Évidemment, ça sortait un peu des média training auxquels il a l'habitude. Et il a fait une espèce de réponse alambiquée, on ne peut pas laisser passer, il faut faire quelque chose, etc. En fait, la réalité, c'est qu'on ne peut rien faire. Et donc on peut essayer de réfléchir à ce que le gouvernement français, s'il était dirigé par des nationalistes, par des nationaux conservateurs, dans une tradition diplomatique d'efficacité et de discrétion et de modestie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et la réponse, encore une fois, c'est qu'on ne peut rien faire. La France n'a pas de flotte pour déployer, pour s'opposer à la flotte américaine si elle veut envahir le Groenland. On a une économie socialiste dans les choux, ruinée, comme l'a d'ailleurs malheureusement, une fois plus, rappelé pour nous humilier Scott Bessent, le secrétaire d'État au Trésor américain. On ne peut rien faire. On n'a aucun levier. Donc en attendant de redresser l'économie française, en attendant de redresser notre flotte, notre armée, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, la réponse, c'est rien. C'est de dire à Donald Trump, prenez ce que vous voulez. En revanche, si on peut avoir un accord commercial pour que vous évitiez de mettre 200% de taxes sur ce qu'on arrive encore à exporter, c'est-à-dire notamment le vin, le champagne, voilà, ces produits de luxe qui sont encore une des rares choses qu'on arrive à exporter, notamment aux États-Unis. Voilà, il faudrait être humble. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, parallèlement, aller voir la Chine en lui disant, écoutez, on est en train de faire des réformes
pour le niveau scolaire, on a encore une capacité de produire des ingénieurs de talent. Et si vous nous aidez, on ne fera qu'améliorer tout ça. On pourra devenir votre partenaire privilégié en Europe. Mais dans ce cas, aidez-nous, venez investir, transférer de la technologie. Voilà. Et ça, il faudrait le dire avec modestie. Et on pourrait demander à Laurent Michelon de nous servir d'intermédiaire avec Xi Jinping. Et puis on pourrait retourner voir les Russes en leur disant, écoutez, on ne le fera plus, on n'aurait pas dû, on va vous rembourser ce que Emmanuel Macron vous a volé. Et puis, s'il vous plaît, donnez-nous de l'énergie pas chère comme avant, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'une énergie pas chère. Et on peut créer des partenariats, on peut développer des partenariats qui existent déjà, notamment dans le domaine du nucléaire civil. Je rappelle qu'il y a un accord entre Framatome et Rosatom. Donc voilà ce qu'il faudrait faire en fait. Et le problème, ce qui est fondamentalement humiliant pour nous, c'est qu'il y a toujours cette arrogance, donc ce mépris voltairien qui est typique de la gauche bourgeoise française, qui est aux commandes depuis François Mitterrand. Sauf qu'en 1981, quand Mitterrand arrive au pouvoir, malheureusement, la France, c'est une puissance économique sérieuse, c'est une armée sérieuse que tout le monde respecte. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus le cas, donc il vaut mieux être discret et vivement qu'ils partent, vraiment, vivement qu'ils partent. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Ça, c'est la grande question. C'est là où le combat politique intervient. C'est là où il y a des tas de choses à faire. Vous pouvez compter sur moi. J'y participerai. Politico-diplomatique toujours. Et vous vous souvenez, c'était en janvier 2024. J'avais publié dans l'Échiquier mondial, mon émission de l'époque sur RT en français, une émission qui s'appelait L'Allié fatal. Donc je citais Henry Kissinger, qui avait été secrétaire d'État aux Affaires étrangères, entre autres. C'était un conseiller de plusieurs présidents américains qui expliquait qu'il était dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais qu'il était fatal d'être son allié. Donc on avait pris plusieurs exemples, Noriega, Milosevic, Saddam Hussein, entre autres, Ben Laden. Et on pensait à l'époque à Zelensky, qui d'ailleurs finira pareil. Ça là-dessus, c'est une question de temps. Tôt ou tard, il va payer cher d'avoir fait confiance aux États-Unis. Sauf que là, l'allié des États-Unis qui vient de faire les frais, c'est pas encore Zelensky, ce sont les Kurdes. Vous vous souvenez, les Kurdes. Caroline Forrest en a fait un film Sœurs d'armes qui d'ailleurs a été un flop complet. Bernard-Henri Lévy, là encore il y a un mois, les soutenait en disant que c'était le rempart contre Daesh, etc. Et bien là, le Kurdistan autonome a été liquidé par Al-Qaïda, enfin je veux dire par Jolani, donc qui est passé du statut de recherché avec une prime par Washington à un allié privilégié, et les Turcs ont repris les choses en main. Et ils ont liquidé le Kurdistan dans le nord de la Syrie. Voilà ce qui arrive, une fois de plus. L'allié fatal, ce sont les États-Unis. Je ne comprends pas que Zelensky ne soit pas en train déjà de faire ses bagages pour essayer d'échapper à la prison, voire pire. Et pour conclure sur le politico-stratégique, discours très intéressant que vous pouvez retrouver sur RT en français, traduit en français, donc de bilan de 2025 de Sergueï Lavrov. Ce qu'on retient évidemment, c'est ce qu'il a dit avant tout sur le bellicisme de l'Union européenne et la confiance qui est faite dans l'administration américaine, qui est reconnue, la nouvelle administration de Donald Trump, qui est reconnue comme vraiment faisant des efforts pour obtenir une solution de paix. Donc ce à quoi on assiste finalement, d'autant plus qu'on a vu les dernières déclarations de Vladimir Poutine par rapport au projet de Donald Trump, de conseil pour la paix. Pourquoi pas 1 milliard qui serait prélevé sur les... Alors aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 8 milliards qui sont bloqués, mais qui seraient prélevés sur les fonds qui ont été gelés par Washington. Et quant au Groenland, finalement, Vladimir Poutine a dit que c'est pas la première fois que ce genre de choses arrivait. La Russie, par exemple, a cédé l'Alaska pour pas très cher à l'époque. Eh bien, pourquoi ne pas faire de même pour le Danemark, après tout? Et pour Vladimir Poutine, c'est un peu la position russe, c'est-à-dire que le Groenland est une colonie danoise, donc que ça devienne une colonie américaine, pourquoi pas? Et puis en plus, en dehors de l'Union européenne, ils bénéficieront du premier amendement qui protège la liberté d'expression. Premier amendement pour lequel nous allons militer afin qu'il soit inscrit en tête de la Constitution française. Voilà, la liberté d'expression doit devenir un absolu, ce qu'elle n'a jamais été, puisque, encore une fois, le cycle révolutionnaire a commencé par une dictature, par un système totalitaire épouvantable qui a inspiré tous les autres dans le monde, notamment au XXe siècle. Donc, voilà, il va falloir travailler là-dessus. Premier amendement, ça pourrait être le nom d'un parti. Armement maintenant, j'avais parlé du fait que les Danois n'avaient plus de F-16 pour protéger leur ciel contre l'invasion américaine, si tant est qu'ils le veuillent.
Et puisqu'ils ont tous été donnés quasiment, je crois qu'il en reste 3 ou 4 qui d'ailleurs ne doivent plus voler, ils ont tous été donnés à l'Ukraine, et aussi parce que ils ont été donnés parce que le Danemark s'est équipé de F-35. Et on les a vus d'ailleurs patrouiller, je crois, avec des Rafales. Le problème, c'est que le F-35 aux États-Unis, ils ont un bouton, ils appuient dessus et il décolle plus. Donc là aussi, c'est quand même extraordinaire, hein, l'allié fatal. Armement toujours, ces 10 derniers jours ont été marqués par la destruction d'au moins 2 systèmes HIMARS. Hein, le système HIMARS, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est une des meilleures armes qui a été donnée par Washington à l'armée ukrainienne. Hein. En 2022, ça avait fait beaucoup de dégâts dans l'armée russe. Ça avait notamment joué un rôle significatif sur le pont d'Antonovka, qui traversait le Dniepr dans la région de Kherson, puisque la précision et l'efficacité de ce système a forcé les Russes à évacuer la ville de Kherson. Évacuée temporairement, puisque évidemment, encore une fois, la ville de Kherson fait partie désormais de la Fédération de Russie. Bref, donc c'était une arme excellente qui avait été donnée, hein, avec une trajectoire très particulière, très difficile à intercepter, puisque au lieu d'avoir une courbe, en fait, le missile décolle vers le haut, et puis une fois arrivé au-dessus de la cible, il tombe à la verticale. Hein. J'avais pu voir les dégâts que ça avait fait, d'ailleurs, à la prison d'Elenovka, hein, souvenez-vous, c'était en juillet 2022, donc il y avait des prisonniers ukrainiens qui étaient rassemblés dans cette prison, et en fait, pour leur faire payer le fait de cette rendu, pour leur servir de leçon, Kiev a tiré un missile HIMARS dessus, et donc on voyait bien qu'en fait le truc avait explosé de l'intérieur, c'était assez impressionnant. Et voilà pour ce petit rappel. Eh bien, ces 10 derniers jours, au moins 2 systèmes ont été repérés et détruits. Donc ça veut dire que les Russes ont développé un système d'observation du champ de bataille bien au-delà, bien au-dessus en qualité de ce qui existait jusque-là. Et on va voir si la série noire continue, mais en plus les systèmes HIMARS ne sont pas en nombre illimité dans l'armée otano-kievienne. Et puis si on touche un HIMARS, ça veut dire qu'on peut toucher des tas d'autres systèmes, comme les canons César, alors on n'en voit plus beaucoup, ou des systèmes d'artillerie automatique. Voilà, donc un point intéressant à suivre. Empire du mensonge maintenant. Et le premier cas d'empire du mensonge, c'est la manière dont a été traitée une nouvelle fois une sortie donc de Karaganov. Hein, on en parle assez souvent. Il a été cité plusieurs fois par Alain Bauer qui ne l'a jamais lu et qui racontait n'importe quoi. Donc Karaganov, je rappelle, on peut le considérer effectivement comme un penseur nationaliste, et je dirais même un penseur nationaliste sur le modèle français, c'est-à-dire que par exemple, il considère que l'Empire russe n'aurait jamais dû s'étendre en Asie centrale, qu'il avait dépensé des ressources pour rien, que l'URSS n'aurait jamais dû s'étendre en Europe de l'Est, que ça ne servait à rien, que pareil, ça a coûté des ressources, et que la Russie devait se replier, ce qui est tout à fait relatif quand on est étendu sur 11 fuseaux horaires, sur finalement ce qui est vraiment la substantifique moelle de la nation russe. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, ça veut dire que les Russes n'iront pas plus loin que ces zones ukrainiennes où vivent des gens qui appartiennent au monde russe, à l'exclusion évidemment de l'ouest de l'Ukraine qui appartient à un monde complètement différent. Donc ça, c'est une vision du monde très positive, à laquelle je pense Vladimir Poutine adhère. En revanche, Karaganov a toujours eu une vision de l'utilisation de l'arme nucléaire qui était en contradiction avec la doctrine russe. C'est-à-dire qu'il pense qu'il pourrait y avoir des frappes préemptives, des frappes en premier. Et il avait proposé ça en 2022 et il a été démenti par Vladimir Poutine à Valdai, j'y étais, et Vladimir Poutine lui a dit non, il n'y aura pas de frappe en premier de nucléaire russe, de frappe préventive, contrairement à ce qu'ont déjà souhaité certains responsables américains, notamment Rumsfeld, plus récemment en 2020 ou 2021, Todd Walters, le général qui commandait les forces de l'OTAN en Europe. Voilà, ceux-là sont pour une utilisation plus flexible, c'est-à-dire en premier, de l'arme atomique, ce qui n'est pas le cas de la doctrine russe. Or, Karaganov a donné une interview fort intéressante d'ailleurs à Tucker Carlson, et là il a retiré cette possibilité sans le cacher qu'Allure lui-même la souhaitait, c'est-à-dire que si la guerre continue encore trop longtemps, d'ici 2 ans en gros, il faudrait utiliser l'arme nucléaire préventive. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il a dit qu'il fallait frapper sur l'Allemagne et sur l'Angleterre. Pourquoi l'Allemagne ? Eh bien parce qu'il dit que c'est la puissance la plus agressive, la plus nocive pour la Russie, ce avec quoi je suis assez d'accord. Et surtout, l'Allemagne ne peut pas riposter, puisqu'elle n'a pas l'arme nucléaire, elle est sous le parapluie américain. Et l'autre pays intéressant, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, aujourd'hui, est effectivement, comme j'ai dit,
encore plus agressive que l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, puisqu'il n'est même pas de question de parler avec la Russie. Alors que Merz, Meloni et même Macron veulent discuter avec la Russie, il n'en est pas question pour l'Angleterre. Le ministre des Affaires étrangères anglais l'a récemment rappelé. Donc, pourquoi l'Angleterre, qui en plus a l'arme nucléaire? Donc, c'est parce qu'elle est agressive. Et la deuxième raison aussi, je pense, c'est qu'en fait, l'Angleterre, ça c'est John Lackland qui m'avait expliqué, l'Angleterre n'est pas souveraine en matière de dissuasion nucléaire. Elle ne peut pas décider elle-même d'utiliser l'arme nucléaire. Elle a ce que la France avait avant qu'on sorte du commandement intégré et qu'on s'équipe nous-mêmes de notre arme nucléaire, le système de la double clé. Il y avait des armes nucléaires américaines sur le sol français en 1966. De Gaulle les a toutes fait partir, le fameux missile Honest Jones, qui était un missile tactique. Donc De Gaulle les a fait partir et on a eu notre propre dissuasion. Et l'Angleterre, elle, a des armes nucléaires, mais qui en fait sont sous contrôle américain. Ce qui veut dire que si, par exemple, la Russie tirait un missile nucléaire quelque part en Angleterre, comme un ultime avertissement, eh bien, la décision de riposter serait entre les mains de Washington. Et donc, si Washington donnait l'autorisation, la Russie pourrait, alors en contre-riposte, on va dire, tirer sur le territoire américain. Donc voilà, c'est assez intéressant qu'il ait désigné ces deux pays, et pas la France. Parce que la France, elle, grâce au général de Gaulle, et au grand désespoir d'Emmanuel Macron, est souveraine sur son arme nucléaire. Il ne l'a pas encore diluée transmis à la Commission européenne en espérant prendre plus tard la place de Van der Leyen. Il va sans doute essayer de le faire, donc c'est pour ça que les Français doivent être très prudents vis-à-vis des agissements de Macron, vis-à-vis de notre dissuasion nucléaire. Voilà. Et puis évidemment, donc ça a été utilisé sur LCI en particulier, mais dans les médias de grand chemin en général, pour nous expliquer qu'une fois de plus, il y avait des menaces. Et là, une fois de plus, l'ancien ambassadeur de France à Moscou, Sylvie Berkman, a été bonne dans cette affaire, puisqu'elle a expliqué que Karaganov, il est quand même un peu tout seul dans son coin, en tout cas sur ce sujet-là, et que les responsables russes n'avaient même pas commenté cette hypothèse. Je rappelle, la dissuasion nucléaire russe est quasiment la même que la France, à la différence qu'elle protège également le territoire de la Biélorussie, qui est désormais sanctuarisé. Il s'agit évidemment de dissuader les appétits territoriaux de la Pologne. Et deuxième modification qui a été récemment apportée, c'est que la Russie riposterait nucléairement sur un pays qui aurait transmis l'arme nucléaire à un ennemi pour qu'il puisse l'utiliser contre la Russie. Sous-entendu, si Washington, ou plutôt Londres en ce moment, transmettait une arme nucléaire à l'Ukraine, qu'elle la tire sur la Russie, eh bien la Russie riposterait sur Washington ou sur Londres. Voilà un peu où on en est. Empire du mensonge toujours, et on a eu une information extrêmement positive qui a été publiée par Le Point, mais qui est en fait un sondage de l'école de guerre économique qui démontre que les Français ont de moins en moins confiance dans la parole officielle, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils vivent dans l'empire du mensonge. Donc ça, c'est une excellente chose. Ils sont également méfiants vis-à-vis des réseaux sociaux, ce qui est aussi une bonne chose. En fait, ce qu'il faut, encore une fois, c'est le premier amendement, liberté d'expression, une instruction publique qui fonctionne, c'est-à-dire que finalement les Français soient capables de juger par la logique, par la connaissance, qui des deux intervenants dans des débats qui seraient organisés peut avoir raison. C'est ce que nous, en fait, nous prenons. Je n'ai jamais refusé aucun débat, à condition que ce soit quelqu'un qui soit dans ma catégorie, sachant que maintenant qu'Emmanuel Barrot m'a mis dans la catégorie des super lourds, sans jeu de mots, c'est à moi qu'il reviendra de choisir si l'adversaire est à niveau. Voilà. Mais en soi, le débat, j'ai même accepté avec à la Poédie, avec Sergueï Girnov. C'est un carnage, évidemment. Donc voilà, je suis pour le débat public. Premier amendement. Et pour finir, le moment bunker. Das war ein Befehl! Le moment bunker, aujourd'hui, c'est sur BFM TV. C'est avec François Clémenceau. Écoutons-le. Il a tweeté également sur son réseau social Donald Trump, et il a publié la réponse d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait il menace la France de droits de douane suite au refus d'Emmanuel Macron d'intégrer le Conseil de la paix. C'est une façon d'abord extrêmement désobligeante d'assumer les relations internationales. On ne publie pas évidemment des SMS échangés avec un partenaire. Et deuxièmement, oui, il fait un bras de fer avec quelqu'un qu'il mésestime. Et on va voir, c'est une position de négociation évidemment. Mais contraindre quelqu'un à venir à un Conseil de la paix à Gaza, où je vous rappelle, il faut $1 milliard
de dollars comme ticket d'entrée avant de pouvoir commencer à discuter de la façon dont on va aider les Palestiniens. C'est surréel. Et donc là, c'est une position maximaliste. Je ne comprends pas ce que vous faites avec le Groenland. Essayons de construire de grandes choses. Voilà ce que répond Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est extrêmement rare de voir comme ça un SMS échangé entre présidents et publié par l'un des deux. Alors évidemment, c'est sur LCI qu'on a quand même les meilleurs, Dourakovlev, Goya, etc. Mais il ne faut pas oublier BFM TV, ils ont aussi des pointures, comme ce François Clémenceau, qui là s'offusque de la publication par Donald Trump des messages que lui a envoyés Emmanuel Macron. Et là, ça inspire deux réflexions. La première, c'est que Emmanuel Macron, en juin 2022, a publié une conversation secrète qu'il avait eue avec Vladimir Poutine le 20 février 2022, la veille de la reconnaissance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Donc il y a quand même un gros précédent, et c'est une conversation complète, et on voit deux collaboratrices d'Emmanuel Macron qui gloussent comme des idiotes. Donc c'est quand même grave. Et ensuite, Emmanuel Macron s'est encore filmé, là récemment au moment de Davos, a envoyé, appelé Donald Trump, je sais qu'il est tôt, etc. Donc vraiment ridicule, en train de faire l'espèce de blogueur présidentiel. Donc là, le fait de publier ces deux messages, finalement, c'est par rapport à ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est quand même assez véniel, on peut dire. Et évidemment, François Clémenceau n'en parle pas. Voilà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce que c'est que cette diplomatie où on envoie un message, c'est super ce que tu fais en Syrie, bravo, on va faire des trucs géniaux en Iran, on se fait une bouffe, c'est un peu quasiment ça, on se fait un dîner quand tu viendras à Paris, je peux faire venir un tel et un tel, mais voilà, sur le Groenland, il faut qu'on en discute. Évidemment que Donald Trump a envie de montrer que Emmanuel Macron est un clown, qui en plus vient d'envoyer 15 malheureux soldats se perdre dans les glaces de l'Arctique. Donc ça aussi, en fait, il y a une telle soumission au pouvoir politique en France de la part de ces médias qu'ils sont incapables d'avoir une approche critique du comportement immature de ce qui est malheureusement notre président pour encore un peu plus d'1 an. Et ça, c'est quand même grave, et ça montre à quel point BFM TV aussi et François Clémenceau sont dans le bunker. Quelques considérations militaires générales maintenant. On revient encore une fois sur les attaques sur les infrastructures critiques qui viennent. Donc c'était l'excuse pour Vladimir Zelensky de ne pas venir à Davos. Finalement, il est venu parce qu'il a été sifflé comme un chien, faut le dire, par Donald Trump. Mais la situation effectivement est grave. Le maire de Kiev a annoncé que 600 000 habitants de Kiev avaient dû quitter la ville, donc, parce qu'en fait il vaut mieux être à la campagne plutôt qu'à la ville quand il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage. Donc ça, la situation est extrêmement grave. Alors je ne sais pas combien il reste actuellement d'habitants à Kiev. Avant l'opération militaire spéciale, je crois que c'était 3,5 millions. Donc il y a eu sans doute une bonne migration de gens qui ne voulaient pas partir au front ou qui sont partis soit à l'étranger, soit se cacher à la campagne. Mais 600 000, c'est de toute manière énorme. Donc la situation est extrêmement grave. Et ça explique aussi pourquoi, évidemment, tous les projets militaires d'usines ont été suspendus, notamment le projet Rheinmetall. Le Rheinmetall devait construire une usine de munitions en Ukraine, et là il n'en est pas vraiment, il n'en est plus vraiment question pour des questions énergétiques. Le seul endroit où il reste encore un peu d'énergie, c'est à l'ouest, parce qu'il y a des centrales nucléaires construites à l'époque soviétique, évidemment. Donc là encore, il y a un peu d'électricité parce que les Russes ne tirent pas directement sur les centrales nucléaires, mais ils peuvent tirer sous les sous-stations, sachant que c'est quand même dangereux, puisque une centrale nucléaire a besoin d'électricité également pour rester sous contrôle. Donc c'est assez délicat, mais en tout cas, toute la partie est et centrale de l'Ukraine est plongée dans le noir, et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, notamment puisque la défense antiaérienne est totalement dépassée. Il n'y a plus de missiles antiaériens, il n'y a plus rien. Donc en fait, il serait temps d'arrêter. Mais encore une fois, il y a une obsession du côté de l'Union européenne, notamment de gens comme Merz, des gens comme Stubb, le président finlandais, qui veulent se battre jusqu'aux derniers Ukrainiens, non seulement le dernier soldat, mais le dernier civil. Et l'autre considération militaire, c'est deux déclarations qui ont été faites. Donc l'une par le chef d'état-major de l'armée kievienne, donc Syrski, le général Syrski. C'est le général préféré de Zelensky parce qu'il n'a aucune considération pour la vie humaine. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'en 2026, on ne gagnerait pas la guerre en étant tout le temps en défense et qu'il y aurait de nouvelles offensives. Donc, ce qui est totalement délirant, étant donné la faiblesse des effectifs
otano-kievien, la faiblesse tactique, que ce soit à l'attaque ou ce soit en retrait. On l'a vu à Koursk, finalement le seul moment où ils ont pu faire quelque chose, c'est quand ils avaient une supériorité numérique telle, donc en 2022, que finalement les Russes ont été obligés de reculer, eux en revanche en parfait ordre. Pour le reste, le seul ordre que donne Syrski, c'est tenir sur place quoi qu'il arrive, se faire encercler, fait prisonnier ou éliminé. Donc on ne voit pas un état-major otano-kievien qui a prouvé sa nullité depuis bientôt 4 ans. On ne le voit pas être capable d'organiser quelque chose en 2026, mais bon, on verra bien. Après tout, pour les Russes, ça peut être très bien. La défaite de Koursk a été un accélérateur de la défaite otano-kievienne, donc pourquoi pas une nouvelle attaque. L'autre point qui est aussi intéressant, c'est que donc il y a un nouveau ministre de la Défense, dont on a parlé la dernière fois, qui s'appelle Fedorov, et qui lui a expliqué que le but pour 2026, c'était de tuer le maximum d'infanterie russe. Et ça a été très bien analysé par Yuri Podolaka. Et c'est là où on voit, parce qu'en fait, c'est qui ce Fedorov? Donc, il n'a jamais été militaire, ce qui en soi n'est pas forcément rédhibitoire pour être ministre de la Défense. Si on est compétent, après tout, un ministre de la Défense doit être un organisateur. C'est ce qu'est Belousov côté russe, c'est-à-dire mettre en place un complexe militaire-industriel qui fonctionne, garantir la logistique, faire en sorte que les moyens nécessaires soient obtenus du côté politique, et qui en même temps n'empiète pas sur les décisions tactiques et opératives de l'état-major. Comme on l'a dit, en Russie, on a aujourd'hui un fonctionnement quasi idéal, un modèle du genre, ce qui n'est pas du tout le cas côté otano-kievien. Donc ce Fedorov, il vient d'où? Eh bien, en fait, c'est un geek, et qui s'est illustré à partir de 2022 en augmentant la production de drones. Voilà, donc c'est ça. Donc pour lui, son obsession, c'est les drones, et surtout, il croit que la guerre, c'est la chasse à l'homme. Ça aussi, c'est la vision aussi terroriste encore une fois, le bandérisme est un terrorisme, ça a profondément imprégné les mentalités kieviennes, et donc il s'imagine qu'en fait, gagner la guerre, il faut chasser les soldats un par un. Et comme l'explique très bien Yuri Podolaka, la supériorité aujourd'hui opérative et tactique russe, elle est liée au fait que stratégiquement, il a été décidé de coordonner parfaitement ce que les Russes appellent le petit ciel, c'est-à-dire le ciel des drones, qui est beaucoup plus bas que le ciel des bombardiers ou de la chasse. Et donc, c'est cette coordination qui permet à l'armée russe de faire des bonds, comme on l'a vu depuis 2024, mais surtout on l'a vu en 2025. Donc voilà, une fois de plus, on a quand même une classe dirigeante kievienne, un commandement de l'armée kievienne de très basse qualité, et surtout fort mal inspiré par les conseils qui sont donnés par l'OTAN, qui ne sait plus ce que c'est que la guerre. La réalité, c'est ça. Il y a qu'à voir Goya, Dourakovlev, ce pauvre Ichou, qui sont tous à la ramasse dès qu'ils commencent à commenter ce qui se passe sur la ligne de front. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires, et nous allons commencer donc par les frappes dans la profondeur. Alors c'est plus que des frappes dans la profondeur, puisque a priori Emmanuel Macron a décidé, comme les États-Unis et l'Angleterre, de se lancer dans la piraterie, puisqu'il a envoyé arraisonner un bateau qui battait pavillon comorien, donc au large de Gibraltar. Donc d'après le communiqué, il s'en est vanté sur X, et d'après le communiqué, il a bénéficié de l'aide d'alliés, donc ça veut dire évidemment de l'Espagne ou de l'Angleterre. On verra pour la suite jusqu'où est-ce que cela va aller. Est-ce que ça va finir en eau de boudin, comme la dernière fois, donc pour le tanker qui avait été arraisonné au large de Nantes? Nous le verrons bien, mais ce qui est clair, c'est que c'est une montée en tension. Et la question qui se pose, c'est jusqu'où ira la patience des Russes avant qu'ils fassent la même chose, ou que finalement on se retrouve à avoir des bateaux de guerre qui vont se faire face l'un à l'autre. Mais je pense que cette opération d'Emmanuel Macron est davantage due à la situation catastrophique de son image en France. Donc une fois de plus, l'utilisation de la menace d'une guerre est quelque chose qui lui plaît particulièrement. Voilà. Côté toujours otano-kievien, frappe gratuite sur la ville de Krasnodar, donc sur des bâtiments d'habitation, donc il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien à toucher de militaire à cet endroit-là, ni d'énergétique. Donc ça traduit deux choses. Tout d'abord, finalement, vraisemblablement, Kiev a de plus en plus de mal à toucher précisément des cibles d'importance, c'est-à-dire soit énergétiques. En plus, on se souvient que la semaine dernière, ils ont frappé des bateaux qui appartenaient à Chevron, ou au Kazakhstan. À côté de ça, les usines, comme par exemple les raffineries, donc qui sont stratégiques, sont de plus en plus
est de mieux en mieux protégée, donc par des unités mobiles. Donc évidemment, c'est plus simple de taper sur les civils. Et puis, encore une fois, on revient au bandérisme intégral, hein, c'est-à-dire qui est un terrorisme avant toute chose. Et on se retrouve sur la ligne de front, donc on va directement aller dans la région de Zaporozhye, où là, les Russes continuent à avancer. Donc j'ai à dessein limité la progression russe, mais a priori, elle est bien plus importante que ce qu'on voit sur cette carte. Donc a priori, la localité de Novopavlovka serait tombée, les Russes seraient déjà en train d'avancer sur Zapasnoye à cet endroit-là. Le but, c'est de s'emparer de Yurievka pour pouvoir continuer l'encerclement au moins opératif d'Orekhovo. Donc là, les choses vont bien et les Otano-Kieviens sont obligés d'envoyer des renforts, et d'autant plus que les Russes ont commencé aussi à avancer vers le nord, se rapprochant de plus en plus de la capitale régionale, la ville russe de Zaporozhye. Les Russes continuent également à avancer, donc à cet endroit-là, à pousser vers Zalichnaye à partir du sud, mais pour l'instant, j'ai pas bougé la ligne de front. Ils se sont emparés de la localité d'Eleno-Konstantinovka à cet endroit-là. Là aussi, Kiev a envoyé des renforts pour essayer de tenir. Plus à l'est maintenant, les Russes continuent leur progression au nord de Pakrovsk. À la fois, ils avancent vers Grishino. Là, les Kieviens ont lancé une contre-attaque, mais les Russes continuent à avancer. Là aussi, ma ligne de front est extrêmement conservatrice. Les Russes sont sans doute plus loin que ce que je montre ici. Et ils consolident leur position, donc, comme j'ai dit, plus au nord de Pakrovsk. Le but, c'est de s'emparer de Dobropolia à cet endroit-là. Donc, ils auraient également avancé sur Novi Donbass et sur Bieletsky. Mais j'attends encore un peu avant de modifier ma ligne de front. Les Russes ont en revanche bien avancé au nord de Charkovo, à cet endroit-là. Donc, on se souvient, ils ont pris Sofievka. Ils sont en train de liquider les dernières résistances à l'intérieur de Toretsk, ici, et ils continuent à avancer vers le nord désormais, se sont emparés de la localité de Novopavlovka à cet endroit-là. Encore une fois, là on voit la pince qui se resserre autour de Slaviansk-Kramatorsk. Au sud de Konstantinovka, les Russes continuent d'avancer, ils ont atteint la périphérie sud de la localité de Stepanovka. Ici, les Kieviens ont envoyé des renforts pour essayer d'empêcher la prise de la localité d'Elenovka, pour empêcher les Russes d'exploiter leur avancée de la semaine dernière. Les Russes, eux, de leur côté, ont continué à avancer à l'intérieur de Konstantinovka, comme on le voit ici. Donc là, c'est plutôt bien joué. Et alors ça, c'est plutôt une mise à jour, mais je ne m'étais pas aperçu qu'a priori, les Russes s'étaient emparés de Tchervono, ici, et de Podolsky, à cet endroit-là. Donc là, les combats continuent. Combats continuent également au niveau de Virolubovka, à cet endroit-là. Les Russes ont également avancé plus au nord et se sont emparés de Markovo à cet endroit-là. Ils ont quasiment fini de nettoyer la localité de Minkovka et se sont emparés de la localité de Privilia à cet endroit-là. Donc l'idée, c'est toujours d'avancer par le sud vers Rai-Alexandrovka, par le sud, mais également par l'est, puisque là, ils continuent à avancer, toujours dans la prolongation de la prise de Seversk, d'avancer pour s'emparer de Kaliniki ici, et puis encore une fois de prendre Rai-Alexandrovka, et après l'étape suivante c'est Slaviansk-Kramatorsk. Voilà. Hein. Du côté de Liman, les Russes continuent à faire un effort pour détruire tous les ponts qui permettent d'approvisionner la ville. L'idée finalement c'est de refaire ce qu'ils ont fait dans d'autres localités comme Mirnograd, un encerclement complet, et ensuite une liquidation au fur et à mesure que les ressources diminuent chez les combattants. Du côté de Kupiansk, les Russes, a priori, ont repris l'initiative. Je vais pas toucher la ligne de front parce que pour l'instant, on n'y voit pas encore très clair. Là aussi, l'idée, c'est de couper les lignes d'approvisionnement des forces otano-kieviennes. Plus au nord, les Russes continuent leur poussée donc à partir de toutes les directions vers Veliki Burluk. L'idée, c'est une fois que Kupiansk aura été nettoyé, d'attaquer par le sud-est, d'attaquer par le nord et par le nord-est. Et donc là, ils ont avancé au nord et se sont emparés de la localité de Nersternoe, ici, à cet endroit-là, et donc vraisemblablement également de celle-ci, Krugle, à cet endroit-là. Ils continuent également à pousser au sud de Volchansk. Voilà, j'ai pas encore bougé la ligne de front, mais normalement cette localité-là, je pense la semaine prochaine, aura été capturée. La capture de Gravskoye aussi a été annoncée. Alors moi je l'avais déjà prise par les Russes. Voilà. Donc il y a sans doute une erreur de ma part. Les Russes également seraient en train de commettre un effort pour s'emparer de Ternova, en fait, pour relier finalement les deux pénétrations
dans la région de Kharkov. On est en train de retrouver une configuration qui rappelle beaucoup de celle de 2022, hein, parmi des territoires qui avaient à l'époque été libérés par l'armée russe et qui avaient été obligés d'être abandonnés en octobre 2022. La poussée continue également dans la région de Soumy, mais j'ai pas vu de changement significatif de la ligne de front. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 22 janvier 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous vivons une époque exceptionnelle en ce moment, avec des bouleversements sur la recomposition du rapport de force international, l'apparition de nouvelles hyperpuissances, la Russie, les États-Unis, la Chine, sans doute bientôt l'Inde, et puis le déclassement de l'Europe. Donc pour cela, bien pour la France, on l'a déjà dit, la première chose c'est de sortir de l'OTAN, sortir de l'UE, de retrouver notre autonomie stratégique et de pouvoir se fonder sur ce qui fait notre force. Déjà, c'est notre peuple. Et puis, évidemment, l'héritage que nous avons eu du général de Gaulle avec le nucléaire civil, le nucléaire militaire, une France qui est capable de produire des ingénieurs de talent. Donc c'est ça dont nous avons besoin, et donc c'est pour ça que nous allons nous battre, et l'année 2026 de ce point de vue-là va être extrêmement intéressante. En tout cas, du côté russe, les choses vont remarquablement bien dans tous les domaines, économiques, militaro-industriels, militaires et politiques. Donc tenez bon, courage, on les aura.